Voilà, voilà, bonjour à tous. Goedemorgen. Dus jullie zijn hier wel naar de workshop Employee Mobility, Belgian and Regional Context. Donc j'espère que c'est bien celui-là que vous avez envie de suivre ce matin avec nous. We verwachten nog mensen, maar ik denk dat ze zullen blijkbaar in de komende minuten zich aansluiten. Als ik aan iedereen eerst en vooral kan vragen om zich op mute te zetten. Donc si chacun peut bien couper son micro pour qu'on entende bien les orateurs qui vont parler et venir témoigner, ce serait top. Voilà, donc on est sous forme de meeting parce que comme ça, si vous avez des questions à un moment ou à un autre, vous pouvez toujours les poser dans le chat. Dus de chat staat altijd open. Jullie kunnen rustig jullie vragen in de chat zetten. En we zullen dan eventueel jullie ook mondeling uitleg laten geven of gewoon rechtstreeks de vragen beantwoorden. Voilà. Ik denk dat we nu al kunnen beginnen. Dus mobiliteit en werknemersmobiliteit is een onderwerp die veel organisaties nu betreft. En ik denk ook met de COVID dat er heel wat zaken zijn veranderd. Dus daarom die eerste workshop, maar er zal een reeks workshops zijn in de komende weken en maanden. Dus hier is het een beetje een eerste soort kick-off, zou ik zeggen, om ook een beetje een stand van zaken te geven, wat getuigenissen naar voren te brengen. En ook dan in een tweede gedeelte per regio discussie te voeren en jullie noden en jullie uitdagingen te luisteren. Ja, ik moest ook zeggen dat die workshop wordt ook opgenomen. Dus zodat iedereen op de hoogte is. Ce workshop sera donc enregistré, du moins la session plénière. Comme ça, si certains participants n'ont pas eu l'occasion de nous rejoindre, ils pourront revoir par la suite. Voilà, dus de agenda van vandaag is eerst een contextualisatie. Dorothee van het traject zal ons een beetje wat uitleggen, wat overzicht geven over wat er allemaal de laatste maanden en jaren gebeuren in België rond mobiliteit en werknemersmobiliteit. Dan zullen we 3 getuigenissen hebben. Frédéric Dont van CHR La Citadelle zal zijn getuigenis in Frans doen. Dan Ineke Rampaert van Telenet zal ons wat uitleg geven over onder andere hun nieuwe telewerkpolicy in het Nederlands. En dan Marina Papa-Makarios van het Province du Brabant Wallon zal nog wat ervaringen en ook getuigenis geven in het Frans. En dan in een tweede gedeelte zullen we discussiesessies hebben per regio. Dus we hebben ook drie experten vanuit van de 3 regio's uit België. Voor Vlaanderen zullen we Miguel Vertriest hebben in de room van het netwerk Duurzame Mobiliteit. Dus de bedoeling is dat jullie al jullie vragen kunnen stellen en dat we proberen toch al die vragen te beantwoorden en wat overzicht te geven ook over de laatste maatregelen en zo in Vlaanderen. In Brussel zal Dorothee Bernier dit room leiden. Dus van het traject zijn ze ook zeker op de hoogte van wat er allemaal gebeurt. Ces derniers temps, je pense qu'à Bruxelles, il y a eu pas mal de nouveautés, donc ce sera intéressant de faire le point. Et la Wallonie, je serai avec Béatrice Schobens de l'Union Wallonne et plus précisément de la cellule mobilité, qui pourra aussi répondre à vos questions. Voilà, donc ça c'est pour la deuxième partie, pour les discussions par groupe. Donc si vous avez des questions, je le rappelle, n'hésitez pas à les mettre déjà dans le chat. Si ces questions concernent plus vraiment une particularité régionale, on les abordera dans la deuxième partie de la séance lors des sous-groupes. Voilà.
je vais maintenant laisser la parole à Dorothée Bernier, donc, qui va nous faire une petite mise en contexte et un petit état des lieux de ce qui se passe en termes de mobilité des employés en Belgique. Dorothée, à toi de partager. Tu es encore sur mute, je pense. Oui, Gaspard. Est-ce que tous les autres peuvent bien se mettre en... Donc, d'éteindre leur micro, s'il vous plaît? Dorothée, t'es en mute. Oui, et je ne sais pas la démuter. Allô? Voilà, Est-ce que voilà. ça marche? Super. Ah, Oui. chouette. Alors, bonjour à tous. Je suis Dorothée, je travaille pour Traject, qui est un bureau d'études spécialisé en mobilité durable. Et on est une trentaine de consultants depuis 30 ans à accompagner les pouvoirs publics, les organisations et les entreprises vers une mobilité durable. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui parce que la mobilité, c'est vraiment ce dont on a envie. En tout cas, moi, je fais partie de ceux qui en ont un peu assez d'être coincés dans leur salon et de rester toujours entre le canapé, mon bureau et la cuisine. On a été privés de mobilité. Donc, avant, on voyait la mobilité un peu, c'était ah, zut, je dois aller au bureau, je vais avoir les fils, il va y avoir du monde dans le train. Et puis, en ayant cette parenthèse où la mobilité a été limitée, on s'est rendu compte que la mobilité, c'est aussi quelque chose qui nous relie et dont on a besoin. Donc, c'est super chouette que vous soyez ici. Merci beaucoup. Merci au Shift pour l'invitation. Je vais essayer de mettre un peu la mobilité en contexte et essayer aussi de placer ça dans le cadre des enjeux climatiques, parce qu'on est quand même au Shift, on est des entreprises et des organisations engagées pour ce changement. Et vous allez voir, il y a deux enjeux qui sont vraiment super intéressants pour nous. À la fois, c'est tout ce qui est lié au climat et aussi ce qui est lié à nos employés, à leur bien-être et à l'attractivité de nos organisations. Alors, pourquoi est-ce que la mobilité est importante quand on parle de changement climatique? Alors, excusez-moi, mon ordinateur est bloqué. Voilà. Les émissions liées au transport, c'est 30% des émissions de CO2 en Europe. C'est énorme. C'est un poste qui est très, très important. Et ce que vous voyez sur le graphe ici, c'est que les émissions qui sont liées à la mobilité, contrairement aux émissions des autres secteurs, elles n'arrêtent pas d'augmenter. On a beau avoir des voitures qui sont plus efficaces, on a beau avoir des trains qui vont rouler de plus en plus à l'énergie verte, qui vont être mieux remplis, des transports en commun plus efficaces, les émissions augmentent parce que la demande de mobilité augmente. Les gens ont envie de se déplacer, les gens ont besoin de se déplacer, on a besoin de déplacer des biens aussi, et on est sur quelque chose qui est en effet préoccupant. Cette hausse, elle est préoccupante parce qu'on veut rentrer dans le cadre de l'accord de Paris et limiter nos émissions, et donc on doit trouver des solutions sur ce sujet de la mobilité. Alors, en Belgique en particulier, vous voyez cette répartition, on a beaucoup de rouge, c'est notre dépendance à la voiture. On a un pays qui est particulièrement dépendant à la voiture. Donc, j'ai mis un split régional. On a quand même des différences en fonction des régions. On voit que la voiture est le mode de transport dominant, la voiture individuelle, ce qui fait qu'on a des émissions de carbone qui sont plus élevées. Alors, pourquoi est-ce qu'une entreprise ou une organisation devrait s'intéresser à la mobilité? On a plein de bonnes raisons. Donc, c'est bien que vous soyez là. La première raison, c'est que ça a un impact financier. On a des obligations pour contribuer à la mobilité de nos employés, que ce soit via les transports en commun, via les voitures de société, via les trajets professionnels.
On a aussi des enjeux de CO2. On a quand même de plus en plus d'organisations et d'entreprises qui s'engagent dans la réduction de leurs émissions. Et pour certaines universités ou associations ou entreprises qui ont des activités de bureau, les émissions qui sont liées à la mobilité, ça peut être 60 à 80% des émissions. Donc, ça vaut le coup de se pencher dessus. Enfin, la mobilité, c'est une source de bien-être, ou plutôt la mauvaise mobilité, c'est une source de stress. Le fait d'être coincé dans les fils, le fait de ne pas pouvoir monter dans son train parce qu'il y a trop de monde ou d'avoir du mal à trouver une place de parking. Vous allez avoir des gens qui vont arriver le matin avec un niveau de stress qui est déjà super élevé et puis qui vont être stressés aussi à l'idée de devoir reparcourir ce parcours du combattant en revenant le soir. Et puis enfin, c'est un facteur d'attractivité et de rétention des talents. La mobilité, la distance domicile-travail, c'est un critère clé quand on choisit un poste ou quand on décide de s'en aller. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler quand on est déjà fixé avec des bureaux? L'endroit où vos bureaux sont situés, c'est la question centrale. On a une première donnée, c'est où l'entreprise ou l'organisation est située. Et la deuxième, c'est où sont les gens qui travaillent pour vous ou vos clients. Il y a des entreprises qui vont faire le choix de se mettre à proximité du ring, à proximité des infrastructures routières. Pour celles-là, ça va être très difficile de sortir d'une part modale de la voiture qui est très, très élevée. On voit aujourd'hui une tendance à la relocalisation des entreprises dans les centres intermodaux. Donc, autour des gares, que ce soit dans les grandes villes de Flandre, de Wallonie ou à Bruxelles, on a un grand intérêt pour l'immobilier de bureau et des entreprises qui réfléchissent à une relocalisation pour que les gens puissent venir autrement qu'en voiture et qui puissent être très, très accessibles en transport en commun. Et dans une période où on repense notre rapport au bureau, notre présence au bureau, combien de jours, comment, nous, c'est quelque chose qu'on sent, c'est un signal faible qu'on sent dans les discussions qu'on peut avoir avec nos partenaires et avec nos clients. Alors, pour travailler sur la mobilité, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est de comprendre. Pour pouvoir agir, il faut qu'on puisse comprendre ce qui se passe. C'est un sujet qui est difficile à aborder en interne quand on est responsable développement durable ou responsable mobilité. Parfois, mettre le sujet de la mobilité des employés sur le tapis, c'est un sujet qui est compliqué parce qu'on dit ah oui, mais ça traite à des choix qui sont intimes, ça ne nous regarde pas, ou alors c'est pas notre priorité. Mais en 2021, nous avons de la chance parce que c'est une année PDE et diagnostic fédéral. Donc, il y a des outils réglementaires qui vont nous permettre de mettre ce sujet à l'agenda en disant mais oui, mais cette année, on doit vraiment s'en soucier parce qu'on a une obligation réglementaire. Donc, profitez de cette opportunité qui va vous permettre de comptabiliser et de comprendre un petit peu quelle est la situation actuelle de la mobilité dans votre organisation. Alors, il y a 2 dispositifs qui sont complémentaires. Le premier que je vous présente ici concerne uniquement la région bruxelloise, c'est le plan de déplacement d'entreprise. Le plan de déplacement d'entreprise, il va permettre d'une part de comprendre quelle est aujourd'hui la part modale. Il va permettre de réduire la congestion, notamment avec un plan d'action qui vise à réduire la part de la voiture. Et ça vise à améliorer les performances environnementales de l'entreprise, des entreprises et des organisations qui sont situées dans la région bruxelloise. Donc, c'est obligatoire pour les organisations qui ont plus de 100 employés par site. On doit le remplir tous les 3 ans. Alors, on a eu une année de marge l'année dernière du fait du lockdown, mais cette année, c'est obligatoire. On doit rassembler les datas au 30 juin et on doit pouvoir rentrer tous les éléments et le plan d'action pour le 31 janvier de l'année prochaine. Et tout ça est piloté par Bruxelles Environnement. Le plan de déplacement d'entreprise pour les entreprises qui sont en région bruxelloise va remplir les obligations du diagnostic fédéral, qui est obligatoire dans toutes les régions, donc pour la Flandre, pour la Wallonie, et aussi pour les entreprises bruxelloises qui ont moins de 100 employés, mais plus de 30 employés. Donc là, la limite, elle est à 30 employés par site. De la même manière, on doit faire ce diagnostic tous les 3 ans et on a la même date de collecte de données, c'est le 30 juin, donc c'est la fin de ce mois. Et tout ça doit être entré pour le 31 janvier de l'année prochaine.
Alors, ça va être très intéressant d'avoir ce diagnostic parce que ça peut aussi vous aider pour calculer l'empreinte carbone de votre mobilité. Moi, je vous invite vraiment, pour ceux qui ont des bilans carbone ou pour ceux qui envisagent de le faire, notamment pour ceux qui sont engagés dans un trajet Science-Based Target, c'est d'intégrer la mobilité des employés dans votre scope. La mobilité des employés, c'est considéré comme des émissions indirectes, c'est dans le scope 3, mais plus votre scope 3 va être riche, et plus vous allez avoir des leviers d'action. Et moi, ce que j'ai pu voir chez certains clients ou partenaires qui n'avaient pas tenu compte de la mobilité des employés dans le scope 3, c'est que quand on est dans un trajet Science-Based Target, eh ben, ce qui n'est pas dans le scope Science-Based Target ne va pas être regardé par le COMEX, ne va pas être regardé par vos directeurs et vous aurez beaucoup de mal à travailler sur la mobilité des employés. Donc, ça fait un petit peu mal quand on les intègre, mais il ne faut pas hésiter, ça fera encore plus mal de ne pas les intégrer et de ne pas travailler dessus puisqu'on a une urgence à réduire nos émissions de CO2 d'ici à 2030. Alors, maintenant que vous allez savoir qu'est-ce que vous avez émis, on a des leviers méthodologiques pour limiter nos émissions. On en a 3. Le premier levier, c'est facile, c'est éviter les déplacements. Alors, on peut commencer par les déplacements subis, les déplacements qui sont désagréables. On va avoir le télétravail, qu'on a quand même très, très bien expérimenté. Alors, le télétravail, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Ça va supprimer des déplacements domicile-travail, mais on ne va pas supprimer tous les déplacements de la journée, et notamment pour les gens qui ont des déplacements chaînés. Par exemple, je pars de chez moi, je dépose mes enfants à l'école, je vais au bureau, je rentre en passant par le supermarché, donc j'ai besoin de ma voiture. Ces gens-là, ils vont quand même avoir besoin d'aller au supermarché et ils vont quand même utiliser leur voiture pour aller déposer les enfants. Donc, sur le télétravail, on peut avoir d'autres déplacements. Mais avec le télétravail, on peut inviter nos employés aussi à réfléchir à leurs déplacements chaînés et dire, ben voilà, si maintenant, avec le retour au travail, tu viens au bureau seulement 2 fois dans la semaine, peut-être que tu peux faire tes courses sur une des journées où tu es à la maison. Et comme tu n'as plus besoin de ta voiture le jour où tu viens au bureau, ça n'est plus essentiel dans tes déplacements chaînés. Ce jour-là, viens plutôt en train. Donc, le télétravail va permettre d'éviter, mais aussi de repenser les déplacements chaînés. Dans ce qu'on peut éviter, évitons en priorité les déplacements qui sont les plus polluants. Donc, il y a certaines organisations, notamment le WWF Europe, qui limitent les déplacements professionnels en donnant à chaque employé un bilan carbone, un budget carbone. Et une fois que ce budget est atteint, les gens ne peuvent plus se déplacer. En tout cas, ne peuvent plus se déplacer avec des modes polluants. Donc ça, c'est notre premier levier, éviter le déplacement. Le second levier, c'est le report modal, c'est-à-dire qu'on va changer le mode de transport d'un mode polluant vers un mode moins polluant ou vers un mode actif. Donc, quelqu'un qui est dans une voiture, on va l'encourager à venir dans les transports en commun, mais on peut aussi encourager les gens qui sont dans les transports en commun à utiliser des modes actifs comme le vélo ou la marche qui ont des bénéfices très intéressants sur le niveau de stress, la santé et aussi le fait d'inciter les gens à sortir des transports en commun. Ça fait partie, par exemple, du plan régional Good Move en région bruxelloise. On a des transports en commun qui sont saturés et plus les gens qui sont déjà dans les transports en commun vont utiliser les modes actifs, plus ça va laisser de place à ces gens qui sont dans les voitures. Là, toute cette part modale rouge qu'on voyait dans les graphiques au début, ça va laisser de la place pour que les gens qui sont dans les voitures puissent aller sereinement dans les transports en commun. Donc, le report modal, c'est notre deuxième pilier. Et le troisième pilier, c'est d'améliorer la performance environnementale. Donc, on peut améliorer la performance environnementale à travers le même mode. Par exemple, si vous êtes dans une voiture et que vous êtes tout seul, emmenez des collègues, faites du covoiturage. Vous pouvez aussi former vos collaborateurs à l'éco-conduite pour qu'ils aient moins d'émissions quand ils utilisent la même voiture. Et puis, c'est là qu'on va trouver aussi tout ce qui est électrification des flottes. Mais voyez bien que l'électrification des flottes, c'est la dernière chose qu'on fait. On va d'abord éviter faire du report modal, améliorer la performance environnementale. Et si la voiture reste nécessaire, alors c'est intéressant de l'électrifier. Mais il ne faut pas imaginer qu'en électrifiant toutes les voitures, on va résoudre les problèmes de mobilité. Alors, pour vous accompagner, il y a des leviers qui sont des outils qui sont proposés par le gouvernement.
Donc, on en a plusieurs qui sont apparus ces derniers mois. On a le budget de mobilité. Donc, ça concerne uniquement les entreprises qui ont des voitures de société. Donc, ça ne concerne pas tout le monde. Mais c'est quand même intéressant. On a un dispositif fiscal qui est vraiment très, très favorable à la voiture de société et qui explique qu'on ait autant de voitures en Belgique. C'est vraiment un cas atypique en Europe. Et là, la proposition du budget de mobilité, c'est de dire, tu peux remplacer ta voiture de société, soit en l'abandonnant, soit en prenant une voiture qui est moins émissive. Avec le budget qui reste, tu vas pouvoir rembourser des emprunts hypothécaires si tu as choisi un domicile qui est près de ton travail. Et aussi, tu vas pouvoir financer tes transports en commun, donc l'abonnement de train, l'abonnement de transport public. Et puis, s'il te reste de l'argent, à ce moment-là, on va pouvoir le verser en cash avec une contribution fiscale spéciale qui est inférieure à la contribution habituelle sur les salaires. Donc ça, c'est un outil qui est intéressant plutôt pour les grosses entreprises qui ont des voitures salaires. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut avoir dans le viseur qui arrive en 2026, mais qui arrive quand même assez rapidement. C'est qu'en 2026, seules les voitures électriques seront acceptées comme voitures de société. Et d'ici à 2026, progressivement, l'avantage fiscal sur les voitures thermiques va diminuer, ce qui va pousser les entreprises à ne plus proposer de voitures thermiques. Donc ça, c'est une trajectoire qui est engagée. Ensuite, en tant qu'entreprise et qu'organisation, vous avez tout un tas de leviers qui restent d'actualité, à savoir l'indemnité vélo, la possibilité d'utiliser le tiers payant pour rembourser intégralement les frais de transport public des employés qui viennent en transport public, la possibilité de cumuler ces indemnités si quelqu'un va faire du bus et du train, par exemple. Vous avez aussi moyen de favoriser dans votre politique de voyage professionnel, de fixer des règles pour que les voyages se fassent de préférence en train et en transport public. Donc voilà pour les leviers que vous pouvez utiliser. J'aurais voulu terminer sur une information qui, moi, m'a marquée. C'est une étude que j'ai vue publiée il y a une dizaine de jours, qui a été réalisée par Acerta et qui dit que la moitié des Belges ont postulé pour un nouveau poste. La situation qu'on a vécue, ce lockdown, le fait de devoir travailler à la maison pour ceux qui y avaient le droit, ça a été une perte de contrôle sur nos vies et on a beaucoup de collaborateurs qui se posent des questions sur ce que peut être leur engagement professionnel. Donc, il y a 2 enjeux pour les entreprises, retenir les bons talents et attirer les meilleurs talents. Et il faut savoir que quand on choisit un employeur, 55% des Belges considèrent que le trajet domicile-travail, que ce soit en distance ou en temps, est un facteur clé dans le choix d'un employeur. Donc, il y a bien sûr l'intérêt du poste, le salaire, mais la mobilité vient en 3e position. Donc, pour rester attractif et pour donner envie aux gens de travailler pour nous, pensons à cette mobilité. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vais passer la parole aux intervenants sur les cas pratiques qui, je suis sûre, seront très inspirants. Merci beaucoup, Dorothée. Est-ce que je peux d'abord te poser une petite question parce que je vois dans le chat. Donc d'abord, par rapport, wat betreft de mobiliteitsbudget en ervaring hiermee, misschien, ik zou voorstellen dat we dat in de breakout rooms bespreken. Het zal gemakkelijker zijn, denk ik, in kleinere groepjes. Mais la question donc, qui est, je trouve intéressante aussi, c'est de Greg de Shape. Je ne comprends pas pourquoi le budget mobilité n'est applicable que pour les entreprises qui ont déjà des voitures de société. Chez nous, aucun employé n'a de voiture de société et du coup, ce système fiscal n'est pas accessible. Je ne sais pas si tu as une réponse par rapport à ça. En effet, c'est un problème, c'est que on a des outils pour améliorer la mobilité des gens qui ont déjà des voitures de fonction ou qui seraient éligibles à une voiture de fonction. Donc il y a une petite nuance. Ceci étant dit, c'est un sujet que les organisations syndicales et patronales remontent depuis le début et sur le projet, dans ce que le gouvernement a mis sur la table sur le projet de mobilité avec notamment l'électrification des flottes, il y a la possibilité d'un budget de mobilité pour tous.
Donc, je pense que dans les prochaines semaines ou les prochains mois, on va avoir des annonces sur la manière dont ce budget de mobilité pour tous va se présenter. Mais effectivement, c'est un sujet qui est super important. On ne peut pas traiter la mobilité que de certaines personnes. Super, je pense que ça répond pas mal. Merci beaucoup. Donc, als er nog vragen zijn, aarzel zeker niet om het in de chat te zetten en Dorothee kan het nog ook achteraf misschien beantwoorden. Jullie krijgen ook achteraf de presentatie door, hè? Want ik denk, zeker voor diegenen die misschien niet alles direct begrepen hebben in Frans of zo, kan het handig zijn. Voilà. Je propose, est-ce que Frédéric, tu veux partager ton écran? Et donc, Frédéric Dunt du CHR La Citadelle va nous présenter un peu ce que, voilà, déjà un premier témoignage d'une organisation donc, qui a ses particularités en tant qu'hôpital aussi. Il va vous en dire plus lui-même et expliquer un peu ce qu'ils ont mis en place ces derniers mois et ce qu'ils comptent mettre en place. Voilà, je te laisse la parole. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, mais on voit aussi le contour. Mais... Oui, je ne sais voilà. pas pourquoi. Voilà, parfait. Super. C'est bon pour vous? Oui. Ok, bonjour et tout d'abord merci pour l'invitation. Donc je me présente, Frédéric Dunt, je suis entre autres conseiller en mobilité au CHR de la Citadelle. Et donc, on m'a demandé aujourd'hui de parler de la mobilité des employés, des médecins, donc de l'ensemble des travailleurs du centre hospitalier régional de la Citadelle. Alors, tout d'abord, un tout petit mot sur le CHR. Vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas le CHR et la ville de Liège, je vais vous donner quelques petits chiffres sur l'hôpital et vous contextualiser un peu les enjeux du secteur hospitalier. Alors, tout d'abord, quelques chiffres. Le CHR aujourd'hui emploie environ 4000 travailleurs en emploi direct. Et comme Dorothée l'a dit tout à l'heure, l'importance du lieu de résidence est important pour le choix modal. Il faut savoir que chez nous, la moitié des travailleurs sont domiciliés dans un rayon de moins de 10 km du centre principal de la Citadelle et travaillent dans un milieu urbain, donc dans la ville de Liège. À cela vient s'ajouter un nombre de passages importants qui sont en fait nos patients. Et en l'occurrence, on a environ 3400 patients qui transitent tous les jours chez nous, dont 80% pour des consultations. Ça veut dire un taux de rotation d'entrée-sortie important sur nos sites. À cela vient s'ajouter 1200 visiteurs, plus les sous-traitants, les livreurs, etc. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le secteur hospitalier génère énormément de flux, des flux de déplacement et donc a un impact évidemment environnemental important. Les spécificités du secteur sont importantes à prendre en considération. En fait, vous l'avez vu sur la toute petite vidéo de départ, le CHR est un hôpital de ville. Vous l'avez vu en arrière-fond. Le CHR est situé vraiment sur les hauteurs de Liège, donc par rapport à des solutions modales telles que le vélo, il faut en tenir compte. On a plus de 100 D+ par rapport à l'hypercentre de Liège. Le CHR, c'est également un hôpital multisite, donc on a 3 centres de soins répartis sur les environs de Liège. Liège, comme beaucoup de villes par ailleurs, connaît une congestion automobile et une problématique de stationnement importante, ce qui pousse à des réflexions autour des choix de mobilité. Par rapport à des choix tels que le vélo, on est confronté également à Liège et dans notre environnement proche de l'hôpital à des questions d'aménagement spécifiques pour les vélos. Autre spécificité du secteur hospitalier, bien entendu, ce sont nos modes de fonctionnement qui fonctionnent effectivement par pause. Donc, on fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et où nous avons également des spécificités métiers. Donc, à partir du moment où on doit soigner les gens, accompagner les gens dans leur processus de guérison ou de diagnostic, on a une grosse part de notre activité qui doit se faire dans le secteur hospitalier, bien entendu.
évidemment à toutes les prises en charge techniques, médicales, bien entendu, qu'on peut trouver dans le secteur hospitalier conventionnel. Alors, j'étais assez content d'entendre Dorothée parler d'une politique d'entreprise. Au CHR, en fait, on a écrit un nouveau plan stratégique qui va courir de 2020 à 2025, qui s'appelle Boost, dans lequel, en fait, on a positionné certains aspects en lien avec le développement durable. Et le développement durable, en fait, soutient une politique chez nous qui est une politique qui va vers une politique de mobilité durable, ce qui colle assez bien par rapport au thème du jour. Alors, cette mobilité durable répond à différents axes de notre plan stratégique, dont l'attractivité médecin personnel dont Dorothée a fait référence, dont la qualité de vie au travail, on va en parler tout à l'heure également, et dont l'impact environnemental. Et donc là, je rejoins entièrement l'exposé précédent. Et donc, toute cette démarche s'inscrit évidemment dans notre plan stratégique que nous soutenons à l'heure actuelle. Par rapport à la mobilité en particulier, ce qui a été fait au CHR, je vais vous citer toutes les mesures en termes de mobilité et je reprendrai par la suite quelques exemples concrets. Tout d'abord, ce qu'on a proposé à nos employés médecins du CHR, c'est un remboursement sous principe du tiers payant, effectivement, donc il n'y a pas d'engagement financier de la part des collaborateurs, un remboursement pour les abonnements à la fois transport en commun type bus, donc les TEC chez nous sur Liège, et également les abonnements SNCB, les deux pouvant être évidemment cumulés. Premier intérêt. Il faut savoir que sur les 4000 travailleurs, on a une moyenne annuelle qui va tourner entre 500 et 600 abonnements remboursés annuellement. Deuxième projet que nous avons mis en œuvre pour soutenir une mobilité alternative, c'est la création d'une navette de délestage que nous appelons Citabus. Je donnerai un petit peu plus de détails pour le positionner par rapport à une réflexion durable. Ce Citabus, c'est un lien entre un secteur d'activité tout à fait autre qui est un shopping, qui est en l'occurrence le shopping Cora de Recours, et le CHR. Troisième axe de travail sur lequel nous avons voulu travailler, c'est évidemment la promotion du vélo. Alors, on a essayé de mettre en place toutes les mesures pour soutenir le vélo, telles que l'octroi de la prime kilométrique pour les cyclistes. On a investi de manière massive sur les infrastructures pour nos cyclistes, tels que des parkings sécurisés. On vient encore de doubler le volume de stationnement pour nos vélos. On donne accès aux douches, aux vestiaires. Cette année, on a installé une borne de réparation pour dépanner nos cyclistes. On travaille régulièrement sur des campagnes de sensibilisation. Cette année, on a 3 nouveaux ambassadeurs qui promeuvent toute une série de conseils pour les nouveaux cyclistes et sur la sécurité, sur les cheminements, sur les itinéraires, etc. On travaille également beaucoup sur des campagnes de communication tout au long de l'année et bien entendu durant la semaine de la mobilité. Et par ailleurs, nous avons été labellisés cette année pour la première fois 5 étoiles dans le label Vélo Actif de l'Union Wallonne des entreprises. Nous prêtons également pour favoriser l'usage du vélo, des vélos électriques et non électriques pour tester les déplacements domicile-travail pour les collaborateurs qui veulent franchir le cap et pour vérifier si ce mode de déplacement leur correspond. Vous voyez d'ailleurs notre nouveau logo qui vient d'être sorti, qui s'appelle Cita Vélo, pour justement accentuer et mettre en valeur l'utilisation du vélo au CHR. Nous avons également, ça fait quelques années, mis en place une structure pour permettre le covoiturage auprès de nos collaborateurs. Nous avons créé une plateforme de covoiturage sur notre intranet qu'on a appelé le Citacar. Alors, le Citacar, au début, fonctionnait bien. La crise nous a, hélas, mis un peu du plomb dans l'aile. Aujourd'hui, les gens ont plus de mal à faire du covoiturage. Autant le vélo est une solution qui a été adaptée et qui continue à être utilisée comme moyen de déplacement, autant le covoiturage aujourd'hui a subi une forte diminution en termes d'utilisation.
Dernier point que je veux aborder aujourd'hui, ce qui a été fait avant de rentrer dans quelques exemples encore plus en détail, c'est le télétravail. Et je vais commencer d'ailleurs par ça. Pour dire que le télétravail, c'est une solution effectivement qui répond à la question de l'évitement qu'on a cité tout à l'heure par rapport aux moyens de déplacement et à l'impact environnemental. Le télétravail, évidemment, se pose la question dans le secteur hospitalier, est-ce que c'est possible ou pas? Vous l'avez vu, on doit fonctionner, on doit soigner les gens à l'hôpital, mais le premier constat qu'on s'est fait, c'est que le télétravail est possible également dans le secteur hospitalier. Il est possible, moyennant quelques remarques et quelques adaptations. Premier constat qu'on doit faire également, c'est possible, mais pour certains secteurs. Il faut savoir que dans les 4000 travailleurs, on a des médecins, on a des soignants, on a des kinés, mais on a également des services administratifs. Et dans les services administratifs et d'encadrement, on peut mettre en place du télétravail. Il faut savoir que la crise Covid nous a permis de booster la démarche et les demandes de télétravail et on a dû évidemment suivre en termes de mise en place de moyens, donc proposer des ordinateurs portables, des moyens de communication pour permettre effectivement aux agents qui le désiraient de faire du télétravail. Vous voyez une coupure de presse en début de crise, on est monté tout de suite jusqu'à 225 agents qui ont fait du télétravail et ces chiffres n'ont fait qu'évoluer au décours de la crise. On a évidemment travaillé fortement sur la communication et actuellement, avec les changements de phase de la crise Covid, nous travaillons sur un mode de pérennisation de ce moyen de travail dans le secteur hospitalier. Le deuxième exemple que je voulais vous citer aujourd'hui, c'était le principe de navette, donc le Citabus que j'ai cité précédemment. Alors, le Citabus a pour moi un impact multiple, un peu en lien avec les piliers du développement durable. Premier pilier, c'est l'impact environnemental sur la mobilité. Donc, le principe de cette navette, c'est de créer un pont entre un parking relais proche du réseau autoroutier et de créer ainsi un park and ride pour permettre de faire une jonction directe depuis ce parking jusqu'à l'hôpital. Ce service est accessible à la fois pour nos patients visiteurs, mais également pour les membres du personnel. Donc là, c'est plutôt avec une vocation liée aux limitations des déplacements et l'impact environnemental. Deuxième volet qu'on veut mettre en évidence par rapport au Citabus, c'est qu'on a créé des partenariats. Partenariats avec un nouveau collègue qui s'appelle le Cora. Alors, c'est un peu étonnant au début de dire quel est le lien entre un site tel que le Cora et un centre hospitalier. En fait, c'est assez simple, c'est que potentiellement les patients ainsi que nos collaborateurs qui vont stationner sur le Cora sont des clients potentiels pour un shopping. Et donc, on a vraiment créé une synergie entre un secteur privé et un secteur public qui est le CHR de la Citadelle. Enfin, grâce à ce système, on a créé de l'emploi. On travaille avec des partenaires qui ont créé de l'emploi pour mettre en place cette navette. Donc, on a des chauffeurs qui roulent tous les jours. Et donc, la conjoncture de ces trois piliers, c'est vraiment les fondements du développement durable. Et le Citabus est vraiment un bel exemple de développement durable en lien avec la mobilité. Troisième exemple et dernier exemple que je voulais vous montrer également, c'est qu'on agit de manière sur le long terme, mais on agit également de manière ponctuelle en fonction des situations. Nous avons un site qui s'appelle Sainte-Rosalie, qui est situé dans l'hypercentre de Liège, et nous sommes en pleine rénovation de ce bâtiment. Et pour faire des travaux, on a dû supprimer une partie du stationnement sur le site, et nous avons voulu mettre en valeur le stationnement restant pour nos patients et visiteurs. Donc, ce que nous avons fait, nous avons demandé au personnel de laisser leur place de stationnement justement pour nos patients. En contrepartie, on a proposé différentes solutions, dont les transports en commun, bien entendu, dont une solution de stationnement délocalisée, mais on a également proposé, au travers d'achats de vélos électriques pliables, de proposer en prêt pendant toute la durée des travaux qui vont durer plus d'1 an, aux collaborateurs qui le désirent, d'utiliser le vélo soit pour faire leur déplacement domicile-travail, soit de compléter leur déplacement et donc de stationner dans des zones de stationnement à proximité de l'hôpital et de terminer leur déplacement avec le vélo qu'on leur met à disposition gratuitement.
Au terme de cette période de tests et de travaux, nous proposerons un arrangement financier pour que les gens puissent continuer à utiliser le vélo de manière durable dans le temps. Voilà, au travers de ces 3 exemples, comment nous abordons la mobilité et le développement durable dans un secteur d'activité qui est un peu particulier, qui est celui du secteur hospitalier. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour des questions éventuelles. Merci beaucoup, Frédéric. Je crois que c'est super intéressant parce que chez le Shift, on a l'habitude aussi d'avoir beaucoup de témoignages d'entreprises, mais donc ici, c'est une organisation assez particulière. J'ai vu dans la liste des participants qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas des entreprises et qui avaient, je pense, des points communs. Donc voilà, je crois que plusieurs ont pu se retrouver dans certains de vos défis aussi. J'ai pas vu pour l'instant de questions dans le chat, donc on va continuer. Mais donc si entre-temps il y a des questions, n'hésitez pas, ou on pourra les poser aussi dans le groupe après ce groupe de discussion. Parfait, merci. Voilà. Nu, ik stel voor dat we een beetje naar Telenet luisteren. Ineke Rampaert zal ons wat uitleg geven over onder andere hun nieuwe telewerkpolicy. Die wel zeer innovatief is en die ook door COVID, denk ik, op poot gebracht wordt. Ineke, ik laat je, als je je presentatie kan delen, en ik laat je dan aan het woord. Ja, dus goedemorgen iedereen. Ik ben Ineke Rampaert. Ik ga even kijken. Om de presentatie op te laden. Zien jullie iets? Ja. Ja, het is geen... Voilà, perfect. Oké, prima. Ik ben Ineke Rampaert. Ik werk als Corporate Affairs Director bij Telenet. En werk daarop in die functie vooral op alles wat betrekking heeft op maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid en ook stakeholder engagement. Ik werk ook heel nauw samen in het kader dan van duurzaamheid met de collega's van het Human Resources Departement. Want als je natuurlijk over mobiliteit spreekt, dan is er een heel belangrijke rol weggelegd voor het HR-team. Misschien eerst even een kleine introductie op Telenet. Telenet is een telecommunicatie, media en entertainmentbedrijf. We zijn actief in België. Wij hebben ongeveer 3500 medewerkers. En wij hebben een breed klantenbestand, zowel op televisie, breedband als mobiele telefonie. We zijn ook een Belgisch bedrijf. We zijn van origine wel een Vlaams bedrijf. En in Vlaanderen hebben we activiteiten die zowel op mobiel als op vast netwerk en media en entertainment zijn gefocust. In Brussel zijn we intussen ook bijna volledig actief op mobiel en vast netwerk. En in het zuidelijke landsdeel zijn we vandaag vooral een mobiele telecommunicatiespeler via onze brand Base. Wij hebben als Telenet ons hoofdkantoor in Mechelen, maar hebben ook vooral in Vlaanderen en een stukje ook in Brussel een aantal subsites. Die sites zijn niet alleen kantoren, dat zijn vaak ook shops en technische ruimtes of technische infrastructuur, zoals netwerkinfrastructuur. En vooral die sites zijn gelegen op industrieparken. Dus daar vind je bijvoorbeeld datacenters, daar vind je dus de netwerkcabines en dergelijke. Dus we hebben dus wel een hele brede pool van verschillende type sites, zowel om te werken als eigenlijk om de infrastructuur op punt te houden.
Bij Telenet hebben we eigenlijk, zijn we ongeveer 2 jaar geleden met een nieuwe manier van werken gestart. Jullie zien hier een foto trouwens van ons hoofdkantoor in Mechelen. Dit is onze receptieruimte. En het geeft eigenlijk al een duidelijk beeld van hoe wij werken. Eigenlijk alles speelt zich af in de centrale ruimte waar mensen elkaar ontmoeten, waar ze met elkaar meeten. En in de zijbeuken heb je dan een aantal kantoren. Maar eigenlijk is het kantoor vooral de plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar ze meetings met elkaar hebben en waar ze ideeën met elkaar uitwisselen. En dat idee willen we eigenlijk ook de komende jaren gaan versterken. Nu, waarom een nieuwe manier van werken? Ten eerste zijn eigenlijk 3 redenen. De eerste reden is die people engagement, dus eigenlijk het engagement van onze medewerkers. Mensen, dus de telecomsector is een heel snel veranderende sector. Het is een heel competitieve industrie. Er wordt dus aan een hoog tempo gewerkt in de telecomsector en er is heel veel nood aan het uitwisselen van ideeën, gegevens, data, projecten, teams die heel nauw samen moeten werken om projecten op punt te stellen. En we voelen dus zeker bij onze medewerkers ook de nood om verbonden te blijven met het bedrijf, maar ook meer gefocust te kunnen werken. En de nieuwe manier van werken draagt dus ook wel bij, merken we nu al, aan de tevredenheid, de algemene tevredenheid van onze medewerkers. Een tweede is dat we eigenlijk ook momenteel in een agile transformation zitten. Dus we zijn het kantoor en eigenlijk het bedrijf helemaal aan het ombouwen naar een meer wendbare organisatie die meer werkt, niet in klassieke teams, maar wel meer in virtuele teams. Waarbij je enerzijds de tribes hebt, de squads hebt, de chapters hebt. Dus het is een hele nieuwe manier van werken, maar een manier waarbij je heel snel kort op de bal kan spelen en ook in kortere cycli eigenlijk projecten gaat afronden. Die Agile Transformation is 2 jaar geleden ook opgestart en is midden tijdens de COVID-crisis vorig jaar in mei eigenlijk uitgerold in de hele organisatie. Dus wij werken nu ongeveer 1 jaar volledig agile. Er zijn zeker nog werkpunten, maar het biedt zeker heel wat meer mogelijkheden en flexibiliteit. Dus het zetten van prioriteiten, het afstemmen tussen teams gaat merkelijk veel beter dan in een meer klassieke organisatie. En dus de New Way of Working is daar ook aan gekoppeld. En dan is er uiteraard de duurzaamheidscomponent. Wij hebben net onze nieuwe duurzaamheidsstrategie gefinaliseerd. Die is goedgekeurd door de directie begin mei. En de bedoeling is om eigenlijk ook op milieuvlak, milieu- en klimaatvlak, een tandje bij te steken de komende jaren. Wij willen echt naar een netneutraliteit in onze eigen operationele werking tegen 2030. En uiteraard is dan een nieuwe manier van werken ook een belangrijke lever om dat te gaan realiseren. Dus dit zijn eigenlijk de 3 redenen waarom dat wij nu kijken naar een nieuwe manier van werken. En de COVID-crisis heeft eigenlijk deze thinking, deze evolutie ook gewoon versneld. Een belangrijke pijler daarin, in die nieuwe manier van werken, is ook de mobiliteit. De mobiliteit van onze medewerkers. Daar hebben wij een target gezet, een ambitie gedefinieerd om eigenlijk onze emissies te gaan reduceren met 60% tegen 2030. Telenet heeft in scope 1 vrij hoge mobiliteitsemissies door dus eigenlijk de bedrijfswagens. We hebben een hele pool van bedrijfswagens die rondrijden. En er is ook wel een beetje een cultuur binnen Telenet waarbij de wagen toch wel heilig is voor heel wat medewerkers. Anderzijds hebben
hebben we natuurlijk ook in scope 3 nog mobiliteitsimpact, maar dat is dan vooral voor medewerkers die met eigen mobiliteitsoplossingen naar het werk komen. Dus we hebben eigenlijk vorig jaar bepaald dat we op het vlak van mobiliteit eigenlijk toch een tandje zouden willen bijsteken. Vandaar die ambitie om eigenlijk die emissies te gaan reduceren. En we willen dat doen door in te zetten op 3 pijlers die heel erg aansluiten ook bij de pijlers die in de eerste presentatie of de levers die in de eerste presentatie ook aan bod kwamen. Dus move less, dus gewoon minder verplaatsingen door meer te gaan inzetten op remote working, dus meer afstandswerk, thuiswerk. De COVID-crisis heeft dit natuurlijk ongelooflijk versneld. Sinds vorig jaar maart werken wij eigenlijk permanent thuis. Er is maar een heel klein aantal medewerkers die naar kantoor gaan, omdat zij een functie hebben, bijvoorbeeld een callcenter-functie hebben of een functie hebben als netwerkoperator, die zij heel moeilijk van thuis kunnen doen. Maar verder werkt iedereen gewoon van thuis en wij gaan nu gradueel wel terug naar kantoor, maar het blijft met mondjesmaat. Dus remote working is duidelijk wel versneld. We denken bij Move Less ook aan het herdefiniëren van onze kantoorlocaties. Dus heel belangrijk is dat als je ook mensen wil aanmoedigen om bijvoorbeeld op een andere manier naar het werk te gaan, dat je bijvoorbeeld ook je kantoren inplant dicht bij haltes, bij stations of haltes van de bus. En dat is niet voor alle locaties van Telenet vandaag het geval, waardoor je ook weer de drempel verhoogt voor mensen om dus niet met de wagen te komen. Dus move less, dus toch een beleid voeren om minder verplaatsingen te maken. En als er dan verplaatsingen worden gemaakt, dat die dan op een andere manier gebeuren. Dus ook daar het promoten van carpooling. Uiteraard nu met COVID is dat minder van toepassing, maar we hopen in de toekomst toch ook daar meer op in te zetten. En ook eigenlijk incentives te geven aan mensen die carpoolen, bijvoorbeeld een parkeerplaats dichter bij de ingang of een ondergrondse parkeerplaats, dus een beetje incentives om mensen uit te nodigen om toch naar carpooling te kijken. Micromobiliteit is uiteraard ook een optie. We hebben in het bonusplan en het incentiveplan voor mensen zit al de opportuniteit om bijvoorbeeld een elektrische fiets aan te kopen of een klassieke fiets aan te kopen. Daar wordt heel actief op ingezet en mensen gaan daar ook heel gretig op in. Er worden ook heel wat challenges georganiseerd. De Week van de Fiets, de Week van de Mobiliteit. We doen mee ook aan alle mogelijke acties waarbij we rondjes rijden, virtueel dan rond de aarde. Of dat we ons inzetten voor een goed doel door per week een aantal kilometers bij elkaar te rijden en zo verder. Dus daar wordt ook wel heel erg op ingezet. En dan zijn er de mobiliteitsapps die ons moeten helpen om eigenlijk, die mensen ook moeten helpen, meer bewust te worden van hoe zij zich verplaatsen. En moeten helpen ook om de juiste keuzes te maken in functie van de plaats waar ze moeten zijn en het moment dat ze ergens moeten zijn. En dan een laatste element is dan de Move Better. Als je je dan verplaatst, zorg dan ook dat het op een groenere manier kan. Wij zijn in volle shift naar meer groenere fleet, dus met een electrification van onze bedrijfswagens. En daar komt dan natuurlijk ook een heel investeringstraject bij kijken voor laadpalen. Hè? Want in onze kantoren, maar ook bij mensen thuis, daar moet dus ook in parallel over nagedacht worden. Dus dat zijn eigenlijk de 3 pijlers. En eigenlijk wil ik nu vooral focussen op die remote working policy. We hebben eigenlijk voor corona was het zo dat Telenet een beleid had, een vrij strikt thuiswerkbeleid met 1 dag per week thuiswerken en de rest op kantoor. En er werd ook heel gretig naar kantoor gegaan. We hadden echt de cultuur van Telenet nodig dat ook erg uit. Maar het gaf dus heel wat problemen ook naar bezetting van de kantoren, te weinig parkingplaatsen en dergelijke. En dan kwam COVID en dan gingen we van een beetje thuiswerk naar fulltime thuiswerk.
En we hebben eigenlijk die periode wel gebruikt om een beetje te kijken wat we structureel konden veranderen na COVID. Want we hebben wel gezien dat thuiswerk weliswaar ook wat uitdagingen met zich meebrengt en ook beperkingen heeft, waaronder bijvoorbeeld het verbinden van de mensen of een gevoel van belonging creëren, van deel uitmaken van een bredere organisatie. Het teamgevoel is weg of verminderd. Dus er zijn zeker wel beperkingen aan permanent thuiswerk, maar er zijn ook heel wat voordelen aan verbonden. En we hebben dus beslist in het voorjaar, vorig jaar eigenlijk al vrij snel, mei, juni, om eigenlijk een definitieve nieuwe thuiswerkpolicy te gaan uitwerken, die in september vorig jaar, dus in overleg met de sociale partners, is uitgewerkt en dan in september vorig jaar is aangekondigd, goedgekeurd en aangekondigd. En die zal normaliter vanaf september, wanneer er meer eigenlijk permanent terug naar kantoor zal gegaan worden, zal geïmplementeerd worden. En daar zitten een paar principes in dat nieuwe remote working beleid. Ten eerste blijft telewerk een keuze. Het is geen verplichting. En het is niet het individu dat eigenlijk bepaalt hoe er gewerkt wordt, maar wel het team waar je als individu toe hoort. En we geven eigenlijk de vrijheid aan alle teams om zelf onder elkaar te beslissen wanneer ze naar kantoor gaan, wat ze op kantoor doen en wanneer er thuis gewerkt wordt. Dus we zetten echt de teams in de lead om te bepalen hoe ze willen werken op kantoor of thuis. En heel belangrijk daarbij is dat de sociale cohesie moet versterkt worden en die moet centraal blijven staan. Vandaar zeggen we ook aan onze medewerkers en aan hun teams van kijk, je kan per kwartaal 40% van je tijd moet je wel op kantoor zijn om dus juist die verbinding met het bedrijf en de teams te behouden. 60% wordt er van thuis gewerkt. Hè. Maar als team bepaal je zelf hoe je dat organiseert. Is dat 1 dag per week? Is dat 2 dagen per week? Ga je om de 2 weken iets naar kantoor en 1 week thuis? Dat bepalen de teams allemaal zelf. En onze telenet-offices, onze telenet-kantoren moeten volledig gericht zijn op het bevorderen van de samenwerking tussen onze medewerkers. Dus er wordt heel veel geïnvesteerd momenteel in het uitbouwen van onze kantoren in echte samenwerkingsomgevingen. Dus met heel veel meetingrooms, workshop areas, open ruimtes, multifunctionele ruimtes, polyvalente ruimtes, waar mensen eigenlijk bij elkaar kunnen komen en kunnen samenwerken. Het thuiswerken is dan vooral gericht op die taken waarbij men eigenlijk in alle rust en focus eigenlijk, die men zelf kan afronden, maar in alle focus en rust. En heel belangrijk, als mensen thuiswerken, hebben we een hele brede definitie van wat we onder thuis verstaan. Dat kan voor ons overal in Europa zijn, maar we verwachten wel van onze medewerkers dat zij altijd werken vanuit een plaats met een stabiele internetconnectie. Dus niet ergens op het strand bijvoorbeeld of in een strandbar, maar ergens op een locatie waar ze stabiele internetconnectie hebben en waar ze ook hun werk op een hele efficiënte, geconcentreerde wijze kunnen doen. Dus mensen die bijvoorbeeld een buitenverblijf hebben aan de kust of in het buitenland, die kunnen van daaruit bijvoorbeeld ook werken. Of als je zegt, kijk, ik ga voor langere tijd ergens op een andere plek verblijven, dan kan dat ook perfect. En dat is alweer in samenspraak met het team. Wanneer ga je naar die plek? Hoe ben je dan bereikbaar en wanneer ben je dan bereikbaar? Dus we empoweren met deze nieuwe remote working policy vooral de teams en we laten hen een stukje ook de lead om te bepalen hoe zij werken en wanneer zij eigenlijk elkaar ook ontmoeten op kantoor. Dus dat zijn eigenlijk de key principes van die nieuwe remote working policy. En natuurlijk is die nieuwe manier van werken ook onderbouwd door heel wat technologische oplossingen. Zo hebben wij een app ontwikkeld. Wij heten die app Coco. Dat is de Company Companion. En de Company Companion geeft eigenlijk aan medewerkers de mogelijkheid om een plekje in te boeken in een van onze kantoren, dus op een van de locaties
kan men dan eigenlijk op de vloer gaan kijken welke plekken nog vrij zijn, zowel meetingrooms als gewone individuele werkplekken. En men kan die dan per halve dag gaan inplannen. En dan kan je op dat moment ook naar kantoor gaan. Dus op die manier proberen we mensen ook meer bewust te maken en ook een stukje de efficiëntie van het kantoorgebruik te gaan vergroten. Daarnaast hebben wij heel erg geïnvesteerd in het verdere digitaliseren van het werk en het implementeren ook van de Office 365 suite, die ons mogelijk maakt om te werken, maar ook te vergaderen in een virtuele omgeving. En een dergelijke verandering implementeren doe je niet zomaar. Hè. Je moet uiteraard ook draagvlak creëren bij je medewerkers en je moet zorgen dat je medewerkers ook helemaal mee zijn. We doen dat door regelmatig bevragingen te doen bij onze medewerkers. We betrekken hen bijvoorbeeld ook actief bij het uittekenen van dit beleid. Een volgende stap in dit beleid is bijvoorbeeld onze fleet policy, die deze zomer, die eigenlijk nu naar de sociale partners gaat en vanaf september aangekondigd zal worden. Wel, we zijn daar eigenlijk al een 4-tal maanden echt hard op aan het werken en we betrekken onze medewerkers daar actief bij door bevragingen te doen, ronde tafels te organiseren, maar ook het engagement van onze medewerkers wordt regelmatig gemeten met Zoom-surveys ofwel mood-checks, dus korte peilingen naar het engagement. We organiseren ook inspiratiesessies rond het nieuwe werk en het nieuwe werken, waarbij we teams en medewerkers aan het woord laten, die dan uitleggen waarom dat ze een bepaalde manier van werken fijn vinden of hoe zij bepaalde uitdagingen die ze hadden als team hebben aangepakt, zodat je eigenlijk een stukje een best practice sharing creëert doorheen de organisatie. Mensen die teams aansturen hebben ook beschikken ook over een toolbox rond deze hybride manier van werken en die nieuwe manier van werken met heel wat documentatie, informatie en ook duidelijke richtlijnen wat ze moeten doen als er verdere vragen of issues zijn. Zij kunnen ook altijd beroep doen op de New Way of Work coaches die er zijn, de agile coaches die er zijn binnen de organisatie, die eigenlijk die transformatie mee moeten ondersteunen. Vanaf september, als we echt naar die nieuwe manier van werken op kantoor gaan evolueren, gaan we ook een heleboel workshops per team gaan organiseren, waarbij de teams voor zichzelf eigenlijk die afspraken gaan maken van hoe willen wij werken, waar willen wij werken en wanneer willen we elkaar ontmoeten. Voor mensen die toch issues zouden hebben of die het toch moeilijk zouden hebben of die toch een moeilijke balans kunnen vinden in die nieuwe manier van werken, bieden we ook personal coaching en assistance aan. Een programma dat we trouwens tijdens de COVID-pandemie eigenlijk wel sterk hebben opgeschaald. Hè, omdat je voelt dat een aantal mensen heel autonoom daardoor gaat en eigenlijk zich heel comfortabel voelt, maar andere mensen hebben echt nood aan die omkadering en vandaar eigenlijk dat coachingprogramma. Ziezo, dat was een korte introductie rond onze New Way of Working. Als er vragen zijn, dan hoor ik het graag. Ik ga misschien even mijn presentatie terug dicht doen, dan zie ik u ook. Hartelijk bedankt. Ja, oké, mijn micro staat aan. Bedankt Ineke. Ik denk dat het zeer interessant was. En zeker ook hoe jullie de medewerkers betrekken. Ik denk dat het inspiratie geeft aan meerderen hier. Dus weer hetzelfde als iemand een vraag hebt, aarzel zeker niet om het in de chat te zetten. Si vous avez des questions ou des points que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat. On essaiera d'y répondre, soit nous, soit Ineke, of later in de breakout rooms. U mag mij ook altijd contacteren als u buiten deze call om nog vragen heeft, geen probleem. Super, bedankt. Et nous arrivons avec tout ceci à notre dernier témoignage du jour. Je regarde si je vois Marina. Est-ce que
Oui, je suis là. Ok, super. Voilà. Je vois qu'il y a une question encore pour Ineke. Ah, je l'ai Dans pas le... vu. Oui, je vais y répondre offline. Ok, top. Voilà. Voilà. Alors Marina vient de la province du Brabant wallon, elle a aussi pas mal de choses à expliquer, je pense. D'une part, en tant qu'administration publique, en tant que pouvoir public, ce qu'ils proposent aussi aux citoyens, et puis d'autre part, ce qu'eux font eux-mêmes pour leurs employés. Mais voilà, je te laisse la parole pour expliquer plus en détail tout ceci. Oui. Je regarde pour partager mon second écran. Hop. Voilà. Vous voyez? Est-ce que c'est en ordre? Voilà. Donc, goeiedag, bonjour. Je vais vous présenter nos actions d'abord en interne, puisque ça, c'est ma fonction principale de Mobility Manager. Donc, comment aider nos collègues à améliorer leur mobilité au quotidien. Ensuite, je vous parlerai brièvement de nos actions pour le territoire qui découlent de nos expériences aussi en interne et de nos stratégies territoriales principalement. Donc, hop. Voilà. Au niveau du plan de déplacement entreprise, qui n'était pas une obligation chez nous en Wallonie, contrairement à Bruxelles, nous avons lancé ce projet, ce plan d'action, à l'occasion d'un déménagement de services d'une commune à l'autre. Donc, c'était pour les services techniques qui étaient fortement dépendants d'une zone très bien desservie dans leurs anciens bâtiments et qui allaient se retrouver quelque part perchés dans un zoning d'activité. Et pour accompagner au mieux ce changement, c'était concomitant avec une enquête de mobilité et ça nous a permis de lancer en 2015 tout un plan d'action à ce propos. Donc, ce plan d'action a été évalué avec l'enquête suivante de mobilité qui était en 2018. Comme vous voyez, ça c'est notre emplacement actuel qui est assez décentré de la gare principale du centre de Wavre. Et ce qu'on ne voit pas sur le plan, ce sont les courbes de niveau qui, bon, on ne fait pas concurrence à Liège, hein, on n'a que 60 mètres de dénivelé, mais voilà. Donc, vous voyez aussi les facilités d'accès qui ont été améliorées ces dernières années, aussi en collaboration avec l'association d'entreprises et l'Union Wallonne. Donc voilà, ça c'est le volet des transports en commun. Donc nous avons en tant que pouvoir public la possibilité, et c'est d'application depuis longtemps chez nous, de rembourser les transports en commun à 100%. Ce qu'on a mis en place entre-temps, c'est le système de tiers payant qui permet aux travailleurs de ne plus avancer le montant de leurs abonnements. Donc, comme je vous l'ai dit, on travaille toujours en collaboration avec les entreprises avoisinantes et l'association d'entreprises et l'Union Wallonne qui nous supporte par leur expertise en matière de mobilité. Voilà, une de nos petites victoires, c'était l'augmentation de la desserte du bus 22, mais vous verrez plus loin dans notre stratégie territoriale que ça va encore être augmenté en termes d'accessibilité en transport en commun. Au niveau du volet vélo, donc nous avons mis en place la labellisation Tous Vélos Actifs depuis déjà quelques années. On a amélioré notre score en installant des infrastructures comme du parking, une borne de réparation. Il y a encore des choses qui peuvent être améliorées en termes de visibilité, de signalétique, mais nous avons encore eu beaucoup de changements au sein de nos bâtiments et puis le Covid faisant, on va attendre une stabilisation avant de peaufiner cela, mais on est dans une phase, on va dire, voilà, assez finalisée quand même. Donc, au niveau des collègues, ils peuvent bénéficier d'une indemnité. On a un groupe d'échange entre cyclistes et nous pouvons leur donner des conseils pour leurs itinéraires à vélo. Au niveau du covoiturage, nous avons des places réservées, une plateforme en ligne qui permet aux travailleurs de trouver des partenaires de covoiturage et pas seulement en interne, mais aussi avec les autres entreprises qui sont abonnées par l'association d'entreprises.
nous avons pour l'instant aucune indemnité domicile-travail en tant qu'employeur public local, donc ni pour la voiture individuelle ni pour le covoiturage, mais nous travaillons actuellement sur le règlement qui permettra d'octroyer une indemnité pour les covoitureurs. Pour permettre ces choix bâtiments centraux et décentralisés d'ailleurs, des véhicules de service, et nous leur offrons une certaine visibilité pour être sûr que chaque travailleur puisse accéder rapidement et facilement à ces véhicules partagés, donc via notre plateforme de mobilité en ligne, et nous en faisons la promotion de façon régulière, de nouveau pour que l'information circule et que chacun soit au courant qu'il peut avoir accès à ces véhicules pour se rendre en mission ou en réunion. Bon, là, ça reprend progressivement, mais d'ordinaire, c'était très utile que la mobilité était plus importante qu'aujourd'hui. Voilà. Et au niveau de ces véhicules de service, on a mis aussi un point d'honneur à électrifier, par exemple, les véhicules qui s'occupent de déposer le courrier d'un bâtiment à l'autre, puisque nous avons quand même des services décentralisés en tout point de notre province. Donc, il y a souvent des véhicules qui circulent, et nous avons installé des bornes de rechargement aux points les plus excentrés de nos implantations. Voilà, donc ça, ce sont les résultats 2018 de l'enquête fédérale, où nous constatons, en tout cas pour l'administration centrale où le plan de déplacement entreprise a été déployé, que nous avons de bons résultats, surtout au niveau du covoiturage, donc lié à l'accessibilité de notre zoning. Voilà. Au niveau des cyclistes, en interne en tout cas, ça avait bien pris. Maintenant, c'est certain qu'avec la non-mobilité, il y a moins de déplacements, surtout au niveau des transports en commun, qui a beaucoup souffert de la crise. Au niveau du covoiturage, pour le moment, c'est plus compliqué aussi à mettre en place, puisque chacun vient au maximum un jour par semaine. Et donc, ça, c'est au niveau du covoiturage et du transport en commun. Étonnamment, pour le vélo, certains ont mis ça entre parenthèses pour le moment. Il y a eu beaucoup de changements au sein du personnel, mais j'ai été rassurée par les statistiques qui ont été précédemment évoquées. Mais je pense aussi que ceux qui n'ont pas osé se lancer à vélo dans la circulation ordinaire ont pu bénéficier de cette période d'accalmie pour tenter une fois par semaine de faire leur trajet, même s'il s'agissait de trajets beaucoup plus importants, parce que ça leur permettait de compenser le manque d'activité physique et la sédentarité liée au télétravail. Voilà, donc nous évaluerons cela à l'occasion de la prochaine enquête mobilité cette année. Voilà, alors qu'est-ce qui est compliqué, on va dire, à mettre en place pour un plan de déplacement entreprise? C'est la simplification des procédures, surtout au sein d'une administration, comme au sein d'autres grandes entreprises d'ailleurs. Donc, les prescripteurs et les utilisateurs n'ont pas forcément les mêmes points de vue, et parfois on est plutôt dans une politique de contrôle, là où la souplesse et les incitants seraient plus judicieux pour favoriser la mobilité alternative, ou en tout cas le mix de mobilité. On a essayé de tendre vers cela, vers une multimodalité, et on va continuer dans cette lancée. Donc, les leviers, c'est pour le moment le bilan carbone qui fera partie de notre plan Colibri. Donc là, c'est vraiment les objectifs environnementaux de notre administration qui seront intégrés service par service. Et là, on rentre réellement dans une démarche de responsabilité sociétale et non plus uniquement de gestion de la mobilité. Donc, pour passer au volet plutôt territorial, donc en tant que province, normalement, la mobilité est une compétence régionale, mais vu la spécificité de notre territoire, nous avons gardé des actions à ce niveau. Notre plus-value, c'est un niveau d'action supracommunal. Ça nous permet de coordonner les politiques communales ou de venir suppléer parfois là où il y a peu d'intérêt ou peu d'activité
d'attractivité pour les communes à agir. Donc, par exemple, des chaînons manquants de mobilité provinciale situés entre deux communes, bah là, en tant que pouvoir provincial, on va venir directement agir et investir à ce niveau-là, en tout cas au niveau du plan cyclable. Pour avoir cette vision territoriale, nous avons élaboré, en tout cas c'est toujours en cours, une stratégie donc, qui a commencé par un diagnostic de notre territoire, tant au niveau de la mobilité qu'aux autres enjeux du territoire, urbanistiques, démographiques, enfin vraiment tout ce qui fait la gestion et la planification territoriale. Ce diagnostic a été suivi de prospectives et selon les différentes prospectives réalistes, optimistes, enfin voilà, on a différents scénarios, on va pouvoir lancer des actions à ce propos. Et donc, on a l'expertise en interne et quand on n'a pas les moyens de développer ces indicateurs, on fait usage d'études externes. Par exemple, dans notre cas d'études ici, on a fait appel à des données de mobilophonie pour avoir des indicateurs de mobilité et avoir vraiment une image, bon, évidemment, ça c'était avant la crise du coronavirus, mais quelle est la réalité des mouvements de mobilité à l'intérieur de notre territoire. Et on a pu constater qu'entre les images qu'on s'en projette et la réalité de la mobilité, bah, il y avait quelques gaps. Par exemple, la mobilité en fonction d'une commune à l'autre, ça peut être aux heures de pointe ou au contraire toute la journée. Ça peut être en échange avec le bassin bruxellois et non pas uniquement en direction du bassin bruxellois, mais aussi en échange avec les autres bassins comme celui de Liège ou celui de Charleroi ou de Namur. Et donc, voilà, ça permet en tout cas d'objectiver les besoins en termes de mobilité. Et nous avons le 27+1 qui réunit la province et les communes et les autres acteurs de mobilité et qui permet vraiment une plateforme d'échange pour peaufiner la collaboration entre les différentes parties prenantes. Voilà, alors ça se traduit en action. Nous avons par exemple un plan cyclable provincial dont le réseau A.E a fait partie. Il a été lancé, préparé depuis 2015 et lancé depuis 2017. Aujourd'hui, de nouveau, il est aussi en vitesse de croisière, comme notre plan de déplacement entreprise. Et nous continuons à monitorer, bien entendu, l'usage qui en est fait par le placement de compteurs à des points stratégiques et ça permet également d'objectiver les investissements qui sont faits par nous ou par les communes ou même par la région d'ailleurs. Nous travaillons vraiment en collaboration avec les différents niveaux de pouvoir. Au niveau des actions, on a aussi des actions de promotion envers les habitants et les travailleurs du Brabant wallon parce que la mobilité, elle ne se gère pas uniquement en interne. Comme je vous l'ai dit, on est interconnecté. Donc, on doit aussi pouvoir s'adresser aux personnes habitant en dehors du Brabant wallon, mais qui y travaillent. Et pour ça, on avait lancé, mais c'était concomitant au premier confinement, malheureusement, une action pour réinventer sa mobilité, donc du testing et de l'accompagnement. Lors du premier déconfinement, en tout cas, on a eu toute une série de tests vélo, que ce soit du vélo électrique standard ou du vélo plutôt cargo ou long tail, donc en mobilité domicile-travail ou domicile-école. Donc voilà, ici, de nouveau, le seul éléments sur lesquels on a eu du testing, c'est sur le vélo, mais les transports en commun sont aussi possibles dès que la demande reprendra. D'ailleurs, on a prévu toute une campagne de communication pour septembre et la semaine de la mobilité, puisqu'il va falloir quand même accompagner cette reprise au niveau des activités et des déplacements. De tous et ça, on se tiendra toujours présent pour accompagner les personnes qui souhaitent améliorer même partiellement leurs habitudes de mobilité.
Voilà. Alors, d'autre part, pour investir pour l'avenir, nous proposons aussi en collaboration avec ProVélo, tout comme l'action Mobibewe, des formations dans les écoles. Donc ça, c'est le projet REV, le réseau des écoliers à vélo. Donc on a beaucoup de demandes de la part des écoles puisque c'est vraiment dans l'air du temps et c'est une préoccupation tant des enseignants d'ailleurs que des élèves eux-mêmes qui se posent beaucoup de questions sur qu'est-ce que la mobilité de demain, quels sont les enjeux environnementaux qui y sont liés. Et donc ProVélo va trouver les enfants en fin primaire pour les préparer déjà à leur déplacement d'aujourd'hui, mais aussi à leur déplacement quand ils seront en secondaire, les aider à devenir autonomes à ce propos, tant du point de vue de l'orientation que de la sécurité sur la route à vélo. Donc voilà, ça c'est une autre action que nous finançons. Et en dehors de ça, on vient aussi de façon ponctuelle en support aux acteurs associatifs locaux, au développement de projets innovants comme la navette autonome ou le transport à la demande pour lequel nous, en tant que pouvoir provincial, nous avons aussi été en soutien pour les tests et le volet financier auprès de la commune d'Autigny-Louvain-la-Neuve qui est pilote en la matière avec le TEC. Et nous venons aussi en support à la région wallonne quand il s'agit vraiment de faire remonter les données de terrain comme pour l'identification des mobipôles par exemple. Voilà, donc ça c'est une petite photo souvenir de nos covoitureurs à l'époque où ils avaient encore la chance d'être en équipage complet. Je pense que ça leur manque beaucoup, qui compense ça parfois avec le vélo. Mais ça, ce sera l'enjeu de la reprise. Ce ne sera pas uniquement d'anticiper les problématiques de mobilité sur la route, mais surtout de proposer à nos travailleurs de la cohésion, l'occasion de se retrouver et de garder un équilibre en termes de bien-être parce qu'il faudra reprendre progressivement les activités, réapprendre à fonctionner ensemble, que ce soit à distance ou sur place, et vraiment apporter une plus-value, que ce soit au trajet ou simplement à notre présence sur le lieu de travail. Donc voilà, ce sont nos différentes actions et je suis disponible pour vous apporter plus de réponses à ce propos si vous avez des questions sur nos politiques de mobilité territoriale ou sur nos expériences de notre plan de déplacement entreprise. Si par exemple vos travailleurs sont en demande d'accompagnement qui sont situés en Brabant wallon ou au contraire, si vous connaissez ou si vous êtes concerné par des déplacements depuis le Brabant wallon vers d'autres destinations de travail. Surtout, n'hésitez pas, nous sommes disponibles. Voilà. Merci beaucoup, Marina. Je vois qu'il y a une question concernant la plateforme que vous utilisez pour la réservation des véhicules. Est-ce que c'est bien Commuty ? C'est bien cela. Donc, nous, on travaille par marché public. Donc, on doit remettre en concurrence tous les X. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est Commuty. Voilà. Super. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Dus zoals eerder gezegd, zullen niet om in de chat te zetten al jullie vragen. Ik denk dat ondertussen heeft Ineke ook wat antwoorden gegeven. En de presentaties worden nog achteraf gedeeld. Ik zal even terug mijn scherm delen. Voilà, je pense que vous voyez tous. Dus we gaan nu drie rooms maken, 3 ruimtes, waar jullie ook in discussie kunnen gaan met telkens experten van elke regio. Donc voilà, ma collègue va mettre dans le chat les 3 liens vers les 3 salles différentes. Donc, nous avons pour la Flandre, voor Vlaanderen, Miguel Vertriest van Netwerk Duurzame Mobiliteit en mijn collega Jente. Bruxelles, ce sera Gaëlle, ma collègue, avec Dorothée Bernier de Traject, que vous avez déjà aussi vu et pu entendre. Et pour la Wallonie, ce sera Béatrice Jobens de l'Union Wallonne des entreprises, la cellule mobilité et moi-même qui vous attendront. Alors, avant d'aller dans ces salles, donc vous pouvez rejoindre via le chat les liens.
voilà déjà quelques petits rendez-vous pour la suite. Dus in de komende maanden voorzien we nog een paar andere bijeenkomsten rond mobiliteit, werknemersmobiliteit vooral. In september, jullie kunnen al de datum vastleggen in jullie agenda. Op 21 september organiseren we in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu een sessie rond alles wat betreft laadinfrastructuur en parkeerbeleid. Het zal in Nederland zijn. Pas op, dus voor de Franstaligen. Donc la session du 21 septembre sera uniquement en néerlandais. Donc voilà, pour les francophones, comme ça vous êtes avertis. Ensuite, on prévoit aussi une session en novembre 2021 sur les différentes innovations, les différentes solutions innovantes en matière de mobilité. Je pense que justement, ça répondra aussi à quelques questions, notamment concernant les différentes applications qui existent. Ik zag in de chat een paar vragen rond welke applicatie beter geschikt is voor dit of dat nood. Dat wordt ook blijkbaar in november beantwoord, denk ik. Dan, we voorzien in 2022 een paar workshops, onder andere rond business travels. En rond ook hoe kunnen we echt het gedrag van de medewerkers beïnvloeden. Voilà, comme ça vous donne un aperçu. Si vous avez la moindre question, je pense que vous avez aussi tous nos adresses e-mail.